Passons à la suite de cet audio cours avec la deuxième partie, et on va commencer par le troisième point de cette deuxième partie, la remise en cause du modèle post-gaulien. Alors d'abord, une petite précaution à présenter. L'État gaulliste, il se pense comme un aiguillon de la croissance et de la modernisation. Mais l'économie, elle n'est pas étatisée. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les entreprises, on les encourage par exemple à recourir aux banques et aux marchés financiers. On a aussi un investissement de l'État dans la production qui va être de moins en moins important. Bon, De Gaulle, il a marqué fortement la Ve République et il n'est pas éternel au pouvoir. On a vu qu'il est arrivé en 1958, et bien il va démissionner en 1969 suite à un référendum auquel il a appelé les Français à voter, un énième référendum, et il met son poste dans la balance. Il dit: si vous votez contre cette réforme, alors je démissionnerai. Et c'est ce qu'il fait. C'est-à-dire qu'en fait, les Français, ils vont pas répondre à la question qu'il leur est posée, ils vont répondre à la question oui ou non De Gaulle, ils répondent non. Et ils se séparent ainsi du général, et ils lui disent au revoir, et il n'est plus le président de la République. Ensuite, on est dans l'après-De Gaulle. Et l'après-De Gaulle, eh bien, c'est une politique de l'État-providence qui va être de plus en plus remise en cause par ses successeurs. Ceux qui vont le suivre, ils vont pas se mettre dans la même posture. Pompidou, par exemple. Pompidou va succéder à De Gaulle après l'élection. C'était le premier ministre de De Gaulle au moment où celui-ci décède, et Pompidou, il va encourager les grandes entreprises d'État à être plus autonomes. Il a un objectif, l'objectif c'est déjà la compétitivité, la rentabilité des entreprises. En 1972, on s'engage dans la décentralisation, avec la mise en place, par exemple, des conseils généraux. Les préfets de région aussi deviennent désormais des représentants de l'État. Donc on est encore là dans l'époque de Pompidou, 1972, et les choses, vous voyez, évoluent. On est dans du post-gaulliste. Alors que Pompidou est un gaulliste, un fruit du général, entre guillemets. Les années 70, elles sont aussi marquées par les crises économiques. Et l'État, là, il va faire des choix, notamment en matière d'énergie, il va faire le choix du nucléaire. Pourquoi ? Pour éviter les importations de pétrole et être soumis aux évolutions des cours. Et en plus, l'État, il va aussi se replier des secteurs peu rentables. C'est-à-dire qu'il va arrêter d'investir dans ces secteurs. Et les secteurs peu rentables, c'est le secteur de l'industrie sidérurgie, et c'est aussi le secteur de l'exploitation du charbon. Désormais, l'État, il va retirer ses billes, et les mines de charbon nationalisées, autrefois, vont être fermées. En 1974, suite au décès de Pompidou pendant son mandat, a lieu une nouvelle élection, et c'est Valéry Giscard d'Estaing qui a une politique beaucoup plus libérale qui l'emporte. Au moment de l'élection de Valéry Giscard d'Estaing, c'est un vent de jeunesse sur la République. C'est vous l'image que vous avez, et si vous avez une image de Valéry Giscard d'Estaing, c'est celle de quelqu'un d'âgé, mais à l'époque, c'est un jeune qui arrive en politique. On compare souvent Emmanuel Macron à Valéry Giscard d'Estaing parce qu'il y a un petit quelque chose quand même entre les deux. Avec Valéry Giscard d'Estaing, c'est la fin de la politique de contrôle des prix. On décide aussi d'ouvrir le capital des entreprises d'État au privé. En somme, on est en train de changer, on dirait aujourd'hui la matrice, le modèle économique en comparaison de ce qui était en place auparavant. Attaquons la dernière partie. Depuis 1981, vers un recul de l'État. C'est le petit 3. Depuis 1981, vers un recul de l'État. Attaquons par un premier point. L'apartheid socialiste. Apartheid socialiste. En 1980, c'est l'élection de François Mitterrand. François Mitterrand, il est élu sur un programme.
Le programme rendre à l'État son rôle directeur dans l'économie. Alors, il va faire quoi? Il va d'abord renationaliser. On va nationaliser des grands groupes industriels, on va nationaliser des banques. La conséquence, c'est qu'en 1982, le secteur public, c'est 20% de l'emploi industriel. C'est-à-dire qu'un ouvrier sur 5 travaille dans une entreprise qui est contrôlée par l'État. Un an auparavant, en 1980, on n'était qu'à 6,4%. Donc, il y a ici une croissance considérable. Autre élément, les mesures fiscales et sociales. Le problème, c'est que malgré tout, ces actions qui sont entreprises, la situation économique de la France, elle ne s'améliore pas. Les crises pétrolières ont leurs conséquences sociales, c'est-à-dire une augmentation du chômage, un déficit de l'État qui est en hausse. En outre, la France, elle est engagée dans un processus européen et dans le processus de mondialisation. Alors le processus européen, il entraîne le marché commun. Et la politique entreprise par François Mitterrand, l'expérience de cette politique, on ne saura pas si elle portait ses fruits, si on l'avait poursuivie ou pas. En tous les cas, les conseillers de François Mitterrand vont lui dire là on arrête, il faut qu'on change de programme. Mitterrand va se défendre entre guillemets en disant bah oui mais j'ai promis aux gens. On va dire oui t'as promis, t'es élu, bon, non on fait une politique différente. Voilà pourquoi en 1983 on parle du tournant de la rigueur. Donc le programme socialiste finalement il n'a pas duré bien longtemps, il s'arrête en 1983. En 1983 on passe à autre chose finalement. Il y a eu une petite parenthèse avec une tentative de mise en place d'économies socialistes telles que pensées par certains socialistes qui s'arrête dès 1983 avec le tournant de la rigueur. Alors rigueur vous ne le retrouverez pas comme défini dans votre manuel, donc je vais vous donner la définition ici, vous allez la recopier. Donc rigueur, c'est une politique budgétaire qui vise à stabiliser, abaisser ses dépenses pour limiter le déficit budgétaire. C'est le tourneur de la rigueur. On demande aux gens de se serrer la ceinture et l'État arrête d'investir dans l'économie et la société. Deuxième point, la transformation de l'action de l'État après 1984. Bon, passons à après. Le tournant est passé par là. Je vous invite à vous référer à un texte qui est page 308. Ce texte, il est lié à Gaston Defferre. Gaston Defferre, il a marqué la politique française, notamment parce que sous son ministère, il est ministre de l'Intérieur, il va entreprendre la politique de la décentralisation. Et là, on est sur quelque chose d'important. Donc je vous demande de lire le texte. Lui, il défend l'idée de décentralisation, Gaston Defferre, maire de Marseille, maire socialiste de Marseille. Gaston Defferre, ça va être lui qui va impulser la loi de décentralisation. Le 2 mars 1982, c'est une date à retenir, 1982, du moins l'année au début des années 80, on adopte déjà le principe de la libre administration des collectivités territoriales, des communes, des départements et des régions. C'est ça, c'est la décentralisation. Vous avez la définition dans votre manuel, donc je vous invite à la recopier, cette définition. En fait, la décentralisation, elle s'accompagne d'un transfert de compétences. Les compétences qui étaient auparavant dans les mains de l'État, elles sont transférées à des organismes d'échelle inférieure. Les régions, les départements, les communes. Cette politique de décentralisation qui a été commencée dans les années 80, elle va être renforcée dans les années 2000, notamment en 2003, avec la mise en place de l'intercommunalité. Alors l'intercommunalité, là, vous ne trouverez pas la définition dans votre manuel. Donc là, de rechef, c'est moi qui vous l'a donné. L'intercommunalité, il faut comprendre par là la coopération entre les communes dans différents domaines. Ça contribue au recul de l'État centralisé. Alors, un petit mot quand même sur l'intercommunalité, parce qu'elle introduit une révolution dans le modèle copernicien de la gestion du territoire. Je m'explique.
Jusqu'à présent, les territoires, le territoire de la région, le territoire du département, le territoire de la commune, ils sont fixés par l'État central. C'est lui qui définit, voilà, le territoire de la collectivité dont il est question. Avec l'intercommunalité, le modèle il change. Il change parce que dorénavant, ce sont les communes qui décident de s'allier entre elles. C'est-à-dire que là, le territoire, il vient plus du haut. Le territoire, il est produit par le bas. Il est produit par l'alliance de territoires communaux qui, évidemment, eux, sont définis par l'État. Vous voyez qu'il y a quelque chose d'assez nouveau ici qui est important à relever. L'État, il se désengage de l'économie. Les impôts sur les sociétés vont diminuer. L'idée, c'est de libéraliser le marché, entre guillemets. Sous la présidence de Jacques Chirac, il y a de nombreuses entreprises qui étaient nationalisées qui vont être privatisées. C'est le cas, par exemple, de l'entreprise Saint-Gobain. Ça va être le cas de l'entreprise Renault. Et cette politique qui est menée par des hommes de droite, elle va se prolonger sous des ministères de gauche. C'est le cas avec Lionel Jospin, qui va privatiser l'entreprise France Télécom en ouvrant son capital. Alors, privatisation, ça mérite évidemment une définition. Privatisation, c'est le transfert de la propriété d'une entreprise de l'État vers le secteur privé. Autre idée de cet État qui se désengage, entre guillemets, c'est la suppression du commissariat au plan. En 2006, on supprime le commissariat au plan. Il n'y a plus de plan. On est dans une politique où finalement on laisse de plus en plus le marché définir et s'organiser lui-même. Vos professeurs d'économie sauront mieux vous expliquer les tenants et les aboutissants que moi sur cette question. Nous, on est ici en histoire, on retient comment se passent chronologiquement les choses. L'État, il garde quand même un peu la main. Il garde la main notamment sur les infrastructures et la politique des grands travaux, par exemple en finançant la réalisation des lignes à grande vitesse, alors que l'exploitation des lignes va revenir à l'entreprise qui est la SNCF. Sur l'éducation et la culture aussi. Pour l'instant, l'éducation, c'est l'État. Il y a bien le droit d'avoir des entreprises privées, mais l'éducation nationale, la culture, c'est un poste de dépense conséquent. C'est 52,7% du PIB, du produit intérieur brut. Non négligeable. Et puis l'État, il garde la main parce que l'État, il décrète aussi certaines lois sociales. Par exemple, en 1998, c'est la loi Aubry sur les 35 heures qui a entraîné la diminution de ce temps de travail. On est passé de 39 heures à 35 heures. Enfin, pas dans tous les domaines. Il y a plein de domaines où finalement on est payé pareil, on fait le même travail. Il n'y a pas eu de transfert. Oui, je sais, je parle pour ma paroisse en tant que professeur. Ensuite, il y a des revendications d'autonomie auxquelles doit faire face l'État. L'État, il doit faire face à... on parle des transformations de l'État après 1984. Il y a des revendications d'autonomie, notamment dans les collectivités à statut particulier. Excusez-moi, j'étais en train de réfléchir et de me localiser dans mes notes. La loi de 1991 et la loi de 2002, elles vont donner un statut spécifique à la Corse, qui était demandeur. Du moins, les Corses sont demandeurs. Le territoire, lui, il parle pas. Les territoires, ils sont produits par les sociétés. Rappelez-vous. Statut spécifique pour la Corse, pourquoi ? Parce qu'on va doter la Corse d'une assemblée et d'un conseil exécutif. Si on ouvre nos livres, page 304-305, ces transformations, la gouvernance, elle est aussi à prendre en compte dans les territoires et les régions d'outre-mer. Et c'est ce qui illustre ce dossier. Vraiment, prenez le temps de le lire. C'est important pour comprendre ce territoire dans lequel vous vivez et dont vous êtes des citoyens amenés à voter. Les Antilles, la Guyane, la Réunion et Mayotte, en fait, ce sont des départements et des régions d'outre-mer. On appelle ça les DROM, D-R-O-M, départements et régions d'outre-mer. Elles ont une autonomie qui est accrue.
ceux qui ont une autonomie encore plus accrue, ce sont les communautés d'outre-mer, comme la Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna, les îles de l'Océanie. Elles ont encore plus de liberté, elles ont leur propre assemblée et leur propre représentant politique qui a un degré d'autonomie encore plus grand. Bon alors finissons, enfin on va pas encore finir mais on va aborder le dernier point. L'État-nation français face à la construction européenne et au régionalisme. L'intégration à la politique européenne, ça sous-entend l'adoption d'une politique européenne et d'une convergence avec les États voisins et certaines de leurs décisions. La politique commune, on la retrouve depuis les années 50, la genèse de la CECA, etc. On va y revenir un petit peu plus tard. Mais derrière la politique commune, il y a une multiplication des règlements européens. C'est-à-dire qu'il y a une législation européenne qui va s'intégrer à la législation nationale. D'ailleurs, une partie du travail de l'Assemblée nationale aujourd'hui, dans sa vie de tous les jours, dans son fonctionnement, c'est de faire passer des directives européennes, des règlements européens dans les lois françaises. On est ici en train de participer à cette politique commune. Alors, il ne s'agit pas de manger le gâteau du cours qui va suivre plus tard, mais gouverner la France, c'est bien l'inclure dans la politique européenne. Or, si vous consultez le document 3 de la page 303, vous verrez que tout le monde n'est pas d'accord pour mettre en place cette politique, ou du moins tous les points de cette politique. On a ici un discours à l'Assemblée nationale qui a été prononcé par Philippe Séguin en 1992 dans le cadre d'un référendum qui va être organisé sur l'adoption du traité de Maastricht. Enfin, au début, il y a la question de l'adhésion au traité de Maastricht, et on va finir par demander aux Français ce qu'ils veulent. Il y a un référendum, mais il y avait déjà le débat avant que le référendum soit décidé. Ça marche. C'est justement parce qu'on se rend compte que ça coince qu'on décide que François Mitterrand, du moins, va décider d'organiser un référendum. Bon, le référendum est adopté. Un autre traité va suivre en 1997, le traité d'Amsterdam, et ces deux traités, ils ont une conséquence, c'est qu'ils élargissent le champ d'action de l'Europe politique. On a donné plus de pouvoir à l'Europe, et du coup on a enlevé un petit peu de pouvoir, évidemment, de souveraineté, du moins, à l'Assemblée nationale. Il y a eu un transfert d'une part de la souveraineté à l'échelon de l'Europe, de l'Union européenne. Alors, c'est vécu par certains, comme c'était proposé ici par Philippe Séguin, comme un recul de la souveraineté française, un vol de la souveraineté française. Derrière ces traités, il y a l'adhésion à la monnaie unique. C'est-à-dire, par exemple, quand on parle de recul de la souveraineté, eh bien, la monnaie unique, ça sous-entend que la France n'est plus maîtresse de sa politique monétaire. Il y a eu un transfert. Aujourd'hui, c'est la Banque centrale européenne qui décide de la politique monétaire de l'Union européenne. L'État, il est dépossédé ici d'un attribut qui était quand même un attribut emblématique de sa souveraineté, contrôler sa monnaie. Là, il la délègue à une instance extérieure. Et dans la crise de la Covid, j'ai appris il n'y a pas longtemps qu'il faut dire la Covid, puisque c'est une maladie, donc là, on dit la grippe, on doit dire la Covid. Bon, on dit bien le rhume, mais bon, oui, je sais, je complique les choses. Il faut comprendre, mais voilà, ça y est, je suis perdu, ça va pas du tout ça. Donc nous disions que dans la crise liée à la Covid-19, la question de la façon dont on va gérer la monnaie européenne, est-ce qu'on doit fabriquer un petit peu plus d'argent pour relancer l'économie, c'est-à-dire faire fonctionner la planche à billets, accepter que les États aient des déficits plus importants, elle est sur le devant de la scène. Et la France ne peut pas prendre elle-même ces décisions-là. Elle est liée aux décisions qui seront prises par la Banque centrale. Ensuite, on peut noter, quand on parle de l'État-nation français face à la construction européenne et au régionalisme, que depuis les années 60, on a un regain justement des mouvements nationalistes qui sont en attente de décentralisation, qui veulent qu'on aille plus vite dans la décentralisation.
Ce sont finalement les mécontents de la centralisation. On peut voir ça aussi dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'en fait, ils veulent que les décisions viennent moins de Paris et soient plus locales. Pourquoi ? Parce que le territoire local a plus de sens pour eux. Ils y sont plus attachés, souvent identitairement parlant. Donc on a des mouvements associatifs, et puis on a des revendications locales. Par exemple, c'est le cas au Pays Basque. Et puis on a aussi des mouvements qui... Alors, il y a des revendications pacifiques, puis on a aussi des revendications qui sont beaucoup plus violentes. Bon, alors l'État, il fait quoi ? L'État, depuis 1951, il a quand même reconnu les langues et les dialectes locaux. Le breton, le basque, l'occitan, le catalan, le corse. Enfin, le corse, depuis 1974, ça a été un petit peu plus compliqué. Puis depuis 2000, il reconnaît même les langues d'outre-mer, dont les créoles, comme des langues et des dialectes locaux. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des cours qui sont possibles aussi, financés par l'éducation nationale dans ces... Et pour ces territoires, c'est une possibilité d'affirmer différentes formes d'identité culturelle et régionale. Ce qui est intéressant, et qu'on oublie parfois de noter, c'est que l'Union européenne a contraint la France à reconnaître ces langues et ces dialectes locaux. Pourquoi ? Parce que pour beaucoup d'États européens, ces particularismes locaux, ils sont reconnus, ils ne posent pas de problème. Mais pour la France très, très centralisatrice et très attachée à cette idée, ça a été un petit peu plus compliqué, les freins ont été un petit peu plus importants. Donc voilà, on a fini l'antépénultième cours d'histoire de l'année. Il nous reste donc 2 cours à voir. Jeudi, on en attaque un. Donc jeudi, on attaque l'avant-dernier cours d'histoire de l'année. Lundi prochain, on fera pas il y aura pas de cours en ligne. Lundi prochain, je vais créer un cours en ligne virtuel. Ça va être l'occasion de se voir, de faire le point, de répondre à vos questions. On y verra un petit peu plus clair sur le bac, le rattrapage, etc. Et de préparer ce qu'on fait après. Parce que jeudi prochain, pas ce jeudi-là, mais jeudi en 8 pour parler la langue de l'administration, nous aurons fini le programme. Et c'est pas parce qu'on a fini le programme qu'on a fini de travailler. Alors ça sera peut-être l'occasion de travailler davantage avec ceux qui devront préparer par exemple l'oral du bac, si on sait à quoi il ressemble l'oral de rattrapage. Donc on se concentrera davantage là-dessus. Ça marche ? Voilà, merci d'avoir suivi cette audio capsule. Je vous donne donc rendez-vous jeudi. Portez-vous bien. Au revoir.